Après l'affaire des vidéos de Benjamin Griveaux, La République En Marche a choisi une nouvelle tête de liste pour la bataille des municipales dans la capitale. À un mois du scrutin, Agnès Buzyn quitte le ministère de la Santé et ses nombreux chantiers pour briguer son premier mandat électif. Un parachutage suicide d'une figure pourtant contestable de la Macronie. 3 jours après le retrait de Benjamin Griveaux de la course à la mairie de Paris suite à la diffusion de vidéos à caractère sexuel, l'enquête tente de déterminer qui est derrière le coup. Si l'activiste russe Piotr Pawlenski a admis être à l'origine de la diffusion, le flou plane toujours autour d'éventuels complices. De la rue à l'hémicycle, la réforme des retraites fait son chemin. Engagée dans un processus parlementaire pénible, la majorité finira inévitablement par l'emporter. Reste ensuite à évaluer les conséquences électorales de la manœuvre. Madame, Monsieur, bonsoir. Agnès Buzyn à la barre de la capitale pour remplacer Benjamin Griveaux. 3 jours après la diffusion des vidéos du désormais ancien candidat de La République En Marche, le parti n'avait pas l'embarras du choix pour reprendre le flambeau. Ce sera donc Agnès Buzyn qui quitte le ministère de la Santé pour sauver les meubles à Paris. Soyez fiers d'être des amateurs. Avec Agnès Buzyn dans la bataille des municipales à Paris, la phrase d'Emmanuel Macron prend tout son sens. Propulsé en tête de liste de La République En Marche, le nouveau ex-ministre de la Santé va en effet vivre sa toute première élection, le tout à 1 mois du scrutin. Courageuse ? Pas si sûre. En effet, la débâcle du mouvement présidentiel après les révélations affligeantes sur Benjamin Griveaux a fait naître un tout autre problème. La République En Marche est une coquille vide. Une situation qui vire donc au casse-tête pour trouver un remplaçant au vidéaste amateur Benjamin Griveaux. Dans ce marasme, Agnès Buzyn est alors apparue la plus à même de reprendre les rênes de la campagne dans le parti. Une campagne dont elle ne connaît ni les règles ni les enjeux et qu'elle aura du mal à appréhender au cours du petit mois qui nous sépare du scrutin. Agnès Buzyn avait pourtant été plusieurs fois citée pour être parmi les candidatures de témoignages en soutien du candidat officiel pas encore déchu. Avant la diffusion des vidéos privées, elle écartait même sa participation. Je ne pourrais pas être candidate au municipal. J'avais déjà un agenda très chargé. Vous l'avez dit vous-même, j'ai beaucoup de réformes aujourd'hui dans le ministère et c'est rajouter un surcroît de travail inattendu malheureusement, qui est cette crise du coronavirus, qui aujourd'hui m'occupe énormément. Et donc j'avais dit à Benjamin Griveaux, malgré mon soutien, que je ne pourrais pas m'engager auprès de lui. Trop de dossiers, pas le temps, des arguments qui sonnaient juste au vu de l'actualité. En effet, en plus de la pandémie du coronavirus, Agnès Buzyn était aussi ministre de tutelle de la réforme des retraites, mais également au cœur de la crise des hôpitaux qui certes n'a pas commencé avec son arrivée au ministère, mais ne s'est pas non plus arrangé avec son portefeuille. Des dossiers particulièrement lourds donc auxquels il fallait consacrer toute sa motivation. Mais visiblement, Agnès Buzyn réfléchit. Et une candidature pour la mairie de Paris semble plus séduisante que l'idée de faire de la figuration pour Benjamin Griveaux. Un marcheur que l'ex-ministre de la Santé ne devrait pas déshonorer sur le plan des conflits d'intérêts. En effet, si l'ancien porte-parole du gouvernement entretenait des liens étroits et problématiques avec le groupe commercial d'immobilier Unibail-Rodamco, promoteur de la Tour Triangle et de l'épouvantable passoire nommée Canopée au Forum des Halles, Agnès Buzyn a de son côté toujours assumé sa proximité avec les laboratoires pharmaceutiques. Hématologue de formation, Agnès Buzyn percevait une grande partie de ses rémunérations de congrès pour les Américains Janssen ou Bristol Myers Squibb ou du Suisse Novartis. Célèbre pour avoir imposé 11 vaccins obligatoires à son arrivée au ministère, Agnès Buzyn dispose, sans que l'on comprenne vraiment pourquoi, d'une image plutôt à gauche, même si sa fibre sociale n'a pas sauté aux yeux dans la crise des hôpitaux. Elle aura toutefois réussi à mener sa barque pour s'imposer comme un ministre moins novice que les autres. Ancienne belle-fille de Simone Veil, Agnès Buzyn a des atouts cosmétiques pour la capitale, mais elle aura du mal à défendre le projet que défendait Benjamin Griveaux, dont le Central Park pour remplacer la gare de l'Est. Cette investiture n'a donc rien du cadeau. En effet, alors que la majorité est déjà chamboulée sur tous les fronts et que la candidature dissidente de Cédric Villani reste dans la course, ses chances de s'imposer à la mairie de Paris après l'affaire Griveaux semblent bien minces. Une défaite, malgré des circonstances atténuantes, rend peu probable son retour au gouvernement après la campagne. La ficelle apparaîtrait d'ailleurs un peu grosse et surtout peu flatteuse pour le député Olivier Véran qui vient de reprendre le ministère de la Santé. L'opération sauvetage de La République En Marche pourrait donc sonner le glas politique d'Agnès Buzyn, à croire que l'objectif premier était de l'exfiltrer d'un ministère où son exercice devenait trop compliqué face aux différents dossiers. Une exfiltration qui lui permettra toutefois de retourner à ses premières amours,
le pantouflage et Big Pharma. Et à peine quelques heures après avoir revêtu ses habits de candidate, Agnès Buzyn mise sur le rassemblement. En effet, après les secousses provoquées par l'affaire Griveaux, l'ancien ministre de la Santé a tendu la main au candidat dissident Cédric Villani. Des discussions seraient en cours. Toutefois, un rapprochement à court terme semble peu probable. En revanche, des négociations d'alliance en vue du second tour pourraient bien être envisagées. En attendant, l'équipe de campagne d'Agnès Buzyn doit se remettre en ordre de bataille. Premier chantier, s'employer sur le site web Agnès Buzyn 2020 qui renvoie pour le moment au programme d'Anne Hidalgo. Et retour sur le trio infernal qui secoue la Macronie. Quelques jours après la diffusion des fameuses vidéos de Benjamin Griveaux, Piotr Pawlenski, sa compagne Alexandra de Tadeo et l'avocat Juan Branco sont au cœur de l'affaire. Les enquêteurs tentent de déterminer le rôle joué par chacun des personnages. Le point avec Thibaut Bastide. Un artiste russe connu pour ses performances controversées, une prétendue étudiante et un avocat très médiatique. Voilà le trio supposé responsable de la chute de Benjamin Griveaux. 4 jours après la diffusion sur Internet de vidéos à caractère sexuel attribuées au désormais ex-candidat La République En Marche à la mairie de Paris. Tout le monde s'affaire pour démêler le vrai du faux dans cette histoire. Alors que dès vendredi matin, l'activiste russe Piotr Pawlenski a revendiqué être à l'origine de la manœuvre pour dénoncer l'hypocrisie de l'ancien porte-parole du gouvernement. Le schéma semble bien plus complexe. Après la plainte déposée samedi par Benjamin Griveaux pour atteinte à l'intimité de la vie privée, l'enquête tend à prouver que celui qui se décrit comme un artiste contemporain n'aurait pas agi seul. En effet, Piotr Pawlenski et sa compagne Alexandra de Tadeo ont été placés en garde à vue dimanche dans les locaux de la police judiciaire de Paris. Lui a admis avoir diffusé sur le web, elle pourrait être la destinataire des vidéos. Le profil des présumés protagonistes reste pour le moins flou. Piotr Pawlenski n'en est pas à son coup d'essai. En 2012, il s'était cousu les lèvres en soutien au groupe féministe russe Pussy Riots, qui avait notamment chanté en 2012 une prière punk contre Vladimir Poutine dans une cathédrale de Moscou. L'année suivante, il s'est cloué la peau des testicules sur les pavés de la Place Rouge. Son acte le plus retentissant remonte à 2015, lorsqu'il avait incendié les portes du siège historique des services de sécurité russes, le FSB. Si la France lui accorde l'asile politique en 2017, il ne renonce pas pour autant à ses actions politiques. En janvier 2019, il est condamné à 1 an de prison pour avoir mis le feu à une succursale de la Banque de France. Concernant sa compagne, là encore, le CV est intrigant. Inconnue du grand public, elle indique étudier à la fois en master de gouvernance et action internationale à Sciences Po Toulouse et en master de droit international public à l'université parisienne d'Assas, tout en étant en stage à l'UNESCO depuis juin 2019. Si les responsabilités restent à déterminer, il pourrait bien s'agir d'un piège réfléchi de longue date par le couple, puisque la vidéo daterait de mai 2018, époque où Benjamin Griveaux était porte-parole du gouvernement. Par ailleurs, la femme qui échangeait avec l'ex-candidat à la mairie de Paris, qui pourrait donc être Alexandra de Tadeo, aurait également envoyé des photos intimes à l'ancien ministre. Autre pièce du puzzle qui pourrait éclaircir la situation, Juan Branco, l'avocat très médiatique pour ses prises de position en faveur des Gilets jaunes et du fondateur de Wikileaks, Julian Assange, a expliqué avoir été consulté par Piotr Pawlenski avant la diffusion des images impliquant Benjamin Griveaux. Dimanche, le parquet de Paris s'est opposé à ce que Juan Branco défende le couple en raison de sa citation dans l'affaire et son éventuelle implication. Un trio donc et de multiples questions qui restent en suspens. Y a-t-il d'autres protagonistes? Quelles sont les véritables intentions derrière la diffusion de ces vidéos? En déplacement à Munich en Allemagne, Emmanuel Macron a estimé que la Russie allait continuer à essayer de déstabiliser les démocraties occidentales, notamment en s'ingérant dans les élections en manipulant les réseaux sociaux, sans pour autant faire de lien explicite avec l'affaire Griveaux. Cependant, un coup monté de la part du Kremlin apparaît bien peu plausible, eu égard au passé d'opposant à Vladimir Poutine de Piotr Pawlenski. En tout cas, l'affaire est extrêmement sensible. Les enquêteurs et les services secrets redoutent que Piotr Pawlenski dispose d'autres vidéos, ce qui pourrait expliquer l'empressement judiciaire afin d'éviter tout autre possible séisme politique. D'ailleurs, les enquêteurs font tout pour le conserver sous surveillance. Recherché depuis le 2 janvier pour violence volontaire avec arme après avoir blessé 2 personnes avec un couteau lors d'une rixe dans la soirée du 31 décembre dans un appartement du 6e arrondissement de Paris, soirée où se trouvait également Juan
Branco. Piotr Pawlenski a d'abord été placé en garde à vue pour ce motif samedi. Un motif qui tombait à pic puisqu'il a permis de doubler la durée de la garde à vue dans la mesure où l'affaire Griveaux a fait ensuite démarrer la seconde. De quoi gagner du temps et éviter les nouvelles révélations que le Russe avait annoncées. Et alors que les mobilisations syndicales ont très largement marqué le pas, la réforme des retraites est actuellement débattue à l'Assemblée nationale. La victoire de la majorité semble inévitable, mais à quel prix? Explication avec Olivier Frère-Jacques. Près de 2 mois de mobilisation, les transports de la capitale bloqués, des manifestations comme on n'en avait plus vu à gauche depuis 2 décennies. La réforme des retraites a suscité la défiance syndicale. Elle doit à présent passer le cap de l'opposition parlementaire. Et le moins que l'on puisse dire est que le passage de la rue à l'hémicycle n'est pas de tout repos pour le projet de loi. Du côté du Palais Bourbon, la réforme se déroule en 2 grandes étapes, un passage en commission et une lecture en séance. Concernant la commission spéciale, le texte a été discuté la semaine dernière. Des membres de la France Insoumise ont proposé près de 21 000 amendements lors de ces séances de commission en supprimant tous les alinéas de la loi un à un. C'est ce que l'on appelle communément de l'obstruction parlementaire. C'est un des rares leviers dont disposent les minorités agissantes dans le jeu parlementaire que permet le fonctionnement bicaméral de la Ve République. Résultat, les rapporteurs ne sont pas parvenus à discuter de l'intégralité des amendements à la fin de la semaine dernière. Le texte est donc discuté en séance, mais ce n'est pas celui de la commission, comme cela devrait être le cas, car la lecture n'a pas pu y être finie. Il s'agit d'un véritable désaveu pour cette commission spéciale présidée par le député En Marche du Pas-de-Calais, Brigitte Bourguignon. La deuxième étape consistait dès lundi à la lecture en séance à partir de 16h. Pour la discussion générale, celle qui précède la discussion des amendements, c'est le député Pajot du Rassemblement national qui a le temps de parole des non-inscrits. Des discussions qui pourraient s'éterniser puisqu'il y a plus de 40 000 amendements à discuter, peut-être un peu moins une partie pouvant être jugée irrecevable. L'Assemblée devait initialement finir ses travaux sur la réforme avant la semaine du 9 mars et laisser aux élus et autres collaborateurs 2 semaines de battement dans le cadre des élections municipales. Il n'en sera finalement rien, la multiplication des amendements et le travail de sape de la France Insoumise, qui a su se montrer comme véritable force d'opposition dans ce dossier, aura considérablement ralenti le processus mis en route par la majorité. LREM va donc passer en force en imposant de longues séances et profiter de la faible présence des députés, dont l'absence pour petite convenance personnelle ou pour élection locale permettra de faire passer le texte. Mais si l'absentéisme des oppositions ne suffit pas, il sera toujours temps de passer par le traditionnel 49.3, ce qui ne profitera pas à la popularité du gouvernement, mais qui devrait s'avérer imparable. Le mot d'ordre pour le gouvernement est clair, il a d'ailleurs été rappelé à de nombreuses reprises par Emmanuel Macron, il faut gagner la bataille des retraites, et pour cause, le but est de faire passer cette réforme, aussi dénaturée de sa forme initiale soit-elle, car au-delà du texte, c'est la capacité à tenir bon de la majorité, au moins dans la forme, qui se joue. Reste à présent à savoir quelles seront les conséquences électorales de cette guéguerre des retraites, à court terme d'abord avec les municipales, puis à moyen terme avec, dans 2 ans, l'élection présidentielle. En montrant sa capacité à tenir le cap, la majorité aura-t-elle suffisamment renforcé sa base pour faire face à la montée des oppositions? Début de réponse dans 1 mois. Et on reste avec Olivier Frère-Jacques pour l'actualité en bref. Un militaire français tombe au Burkina Faso. Lundi, le ministère des Armées a annoncé qu'un soldat de la force Barkhane déployé au Sahel pour lutter contre les djihadistes a été retrouvé mort dans son campement. Le sergent-chef Morgan Henry du 54e régiment de transmission de Haguenau était engagé auprès de la force française au Burkina Faso depuis novembre 2019. Il allait avoir 29 ans. Les causes de son décès ne sont pas encore connues. Une enquête de gendarmerie a été ouverte. La tempête Denis fait des siennes. Dimanche, des vents à plus de 100 km/h ont balayé le quart nord-ouest de la France, provoquant d'importants dégâts et de nombreuses coupures d'électricité. Selon un dernier décompte effectué lundi matin par Enedis, quelques 20 000 foyers étaient toujours privés de courant, principalement en Bretagne, Pays de la Loire et Normandie. Après Inès et Ciara, c'est la 3e tempête qui balaye les côtes françaises en 1 mois. Un hôtel de police marseillais pris d'assaut. Vendredi, un groupe d'une 60aine d'individus composé de jeunes de cité et de sympathisants d'extrême gauche a tenté de s'en prendre à un commissariat situé dans le 2e arrondissement de la cité phocéenne. Les individus ont jeté des pétards et réclamé la libération de 2 braqueurs placés en garde à vue le matin même, tandis qu'un de leurs complices avait été tué alors qu'il avait mis en joue des policiers avec un fusil à pompe. Suite à l'intervention de la BAC, la brigade anticriminalité,
Le groupe a finalement été repoussé. Le coronavirus poursuit son chemin, le bilan continue de s'alourdir avec un total de 1775 morts et près de 72 000 personnes contaminées, alors que le touriste chinois de 81 ans qui était hospitalisé en France est finalement décédé samedi. Une 12e personne contaminée sur notre sol a été recensée. Il s'agirait d'un patient de nationalité britannique ayant séjourné dans le chalet des Contamines Montjoie. Il avait été mis à l'isolement à l'hôpital. Dans le même temps, les passagers du paquebot de croisière Diamond Princess sont toujours bloqués sur les côtes japonaises. 454 personnes auraient été contrôlées positives en tout. Les États-Unis, le Canada et Hong Kong ont d'ailleurs décidé de venir chercher leurs ressortissants pour les rapatrier. 4 Français sont parmi les passagers, dont un diagnostiqué malade du Covid-19. L'immigration choisie du Royaume-Uni. Dimanche, le gouvernement britannique a indiqué qu'il allait privilégier, après le Brexit, l'immigration de travailleurs qualifiés qui devront, pour obtenir un visa de travail, disposer d'une offre d'emploi et répondre à des critères linguistiques. Pour ce faire, le gouvernement entend attribuer des points aux candidats à l'immigration travaillant dans des secteurs où il y a une pénurie de main-d'œuvre dans le pays. Selon le ministre de l'Intérieur, Priti Patel, cette décision permettra de fermer le robinet de la main-d'œuvre peu qualifiée. De quoi faire oublier la promesse de Boris Johnson de légaliser les clandestins installés sur le sol britannique. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. Dans son dernier essai, Les traîtres, Yvan Rioufol, éditorialiste au Figaro, pointe du doigt ceux qui, depuis 40 ans, abusent la confiance des électeurs. Pour l'auteur, l'heure des comptes a sonné. La France est en ébullition. Et d'ailleurs, s'il y a eu un traître concernant la société civile, c'est bien Emmanuel Macron qui a prétendu avoir été désigné par cette société civile. Souvenez-vous, c'était quand même ainsi que sa candidature avait émergé. Et on s'est bien rendu compte que cette société civile-là était un leurre. Enfin, il a été promu par cette classe la plus élitiste d'une société civile très privilégiée. Et donc, il est tout à fait légitime aujourd'hui que la France, cette France oubliée, cette France modeste, se sente grugée. Elle l'est grugée. Et elle n'a pas d'autre moyen d'expression pour l'instant, malheureusement, car nous vivons une crise de la démocratie, on y reviendra peut-être tout à l'heure, il n'a pas d'autre expression que l'expression de la rue. Ce soir, retrouvez également Politique Éco. Olivier Pichon et Pierre Bergerot reçoivent l'économiste Pierre Sabatier, membre des Éconoclastes. Ils évoquent les pistes pour redessiner un nouveau modèle économique. Tout de suite, retrouvez Mes libertés politiques avec François Billot-Leclerc. Et à présent, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Monsieur le préfet a été convoqué chez son ministre car il a eu un mot de trop devant ses chers administrés. Et manifestement, entre le préfet et son ministre, ça a castagné dur. Parce que le ministre Castaner, petit voyou du sud de la France pendant sa jeunesse, il sait ce que c'est la castagne. Qu'a donc pu dire le pauvre monsieur Darcourt, préfet des Pays de la Loire, pour mériter une rencontre au sommet avec le sieur Castaner, le petit frappeur du Sud? Il a eu le malheur, lors de l'exercice annuel des vœux, d'expliquer que le projet de loi de bioéthique en discussion aux assemblées portait, je le cite, une rupture anthropologique majeure. Tout cela nous paraît frapper au coin du bon sens. Notre préfet aurait dû susciter une ovation chez tous les pro-PMA qui la veulent, cette rupture anthropologique majeure. Tous les castagneurs de France et de Navarre favorables à la PMA auraient dû s'exclamer « Mais c'est formidable, la PMA pour toutes, c'est une rupture anthropologique majeure. Enfin, on surmonte le déterminisme naturel, c'est ça le progrès. » Seulement voilà, monsieur le préfet ne s'est pas arrêté là. Il a ajouté qu'il n'était pas sûr qu'un tel texte
j'ouvre les guillemets, favorise les repères auxquels aspirent nos concitoyens. Aïe, 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 qu'est-ce qu'il avait dit, monsieur le préfet? Là, monsieur le préfet, vous avez dérapé grave, comme on dit à Neuilly. Halte là, malheureux, trop c'est trop, Darcourt, au rapport. Il y a faute, il y a des choses qu'on ne dit pas en ce bas monde. Comment oser remettre en cause les horizons radieux de la procréation bricolée? Comment oser témoigner d'une once de scepticisme à l'égard du progrès en marche? Tout d'abord, monsieur le préfet essaie de se défendre tout en gardant sa dignité. Il ne regrette pas, signale simplement une expression inadéquate, ce qui veut à la fois tout dire et rien dire. Ménage la chèvre et le chou. Et puis vient le rendez-vous chez Castaner. Et là, le préfet rend les armes. Il le dit, il le confesse, il n'aurait pas dû dire cela. Mais cela ne suffit pas aux associations LGBT qui veulent sa peau pour être sorties du devoir de réserve. Il va de soi que si monsieur le préfet avait clamé, à l'occasion de ses vœux, sa joie de voir enfin les couples lesbiens respectés dans leur volonté de paternité, de maternité, enfin je ne sais plus là, eh bien on ne l'aurait pas accusé de sortir de sa réserve. Je ne sais si la coupe est pleine, mais il semble que le réservoir de la réserve commence à déborder grave, comme on dit toujours à Neuilly. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.